Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette première édition de Métro News pour cette semaine. D'ores et déjà, excellente semaine d'information avec nous. À la une de ce 17 mars, la chasse à l'homme se poursuit à Port-au-Prince où les bandits, sans rencontrer de véritable résistance, tuent des habitants et incendient des maisons. Sous l'assaut des gangs depuis la semaine dernière, les zones de Crissois et de Delma 32 sont désormais sur le point de devenir de nouveaux territoires perdus. La PNH a mené samedi une opération contre le gang de Johnson André alias Iso, ciblant aussi Fort Saint-Clair et le Théâtre National. Sans donner de bilan précis, le porte-parole de l'institution policière Michel-Ange Louis-Jeune affirme que les opérations se poursuivront en vue de débloquer les grands axes routiers. Également, titre de ce lundi vers la reprise des vols entre Port-au-Prince et Miami, le directeur général de l'OFNAC, Réginald Guinard, confirme que les prochains vols de la compagnie aérienne Aruba Airlines sont en phase de documentation. Il précise également que l'aéroport reste ouvert aux vols internationaux. Comme annoncé en titre, nouvelle journée de tension ce lundi dans la capitale haïtienne. Les exactions commises par les gangs ont provoqué une nouvelle vague de déplacés, notamment à Delma 32 et à Crissois. Des individus armés continuent de piller et d'incendier des maisons, dont la commune de Delma. Sur le qui-vive, les résidents exhortent les autorités à prendre les mesures nécessaires pour éviter le pire. Suivez ce reportage de Réti Fortuné et de Guy Trichoisi. Les jours passent et Port-au-Prince devient chaque jour plus dangereux. Le nombre de victimes prend des proportions alarmantes avec les assauts répétés des gangs. Cela fait environ une semaine que la vie de Michael a basculé. Elle a appris la nouvelle de l'assassinat de plusieurs membres de sa famille durant une attaque des criminels en centre-ville. Nous t'avons cherché, nous t'avons fait des relais, nous pas de jamais joindre. Moi checké le voisinage, moi checké tout le monde dans le moment, je m'a dit ça, tout le monde a essayé de sauver pour eux. Maintenant, mercredi matin, téléphone sonné sans réponse. Et puis c'est comme ça, voisinage t'a appelé moi, t'a dit moi comme ça. Mon yo mouri. Depuis là ça, ba kon si malé, ba kon si matin, ba kon côté mieux non. Son impuissance face à ce drame et l'inaction des autorités provoque chez elle un sentiment de douleur. Elle remercie ironiquement les autorités qui ne font rien de concret pour contrer cette vague de violence. M'abdi Haïti merci, m'abdi Haïtien yo merci. Moun ki bay moun yo sam yo, m'abdi yo merci. C'est yo pour me dire merci, moun ki bay sam yo. C'est yo m'abdi merci pour cadeau ça yo ban moi. Pa gen mot, pa kon ça pour me dire encore non. Pas contre ça pour me dire encore. Pas contre si ma l'aime, pas contre si ma t'aime. Go tête fait mal qui pas jamais passé. Merci Haïti. Dans l'attente d'une riposte des forces de l'ordre, ils sont nombreux, des habitants de certaines zones, à prendre des initiatives communes pour protéger leurs blocs. À Canapé Vert, l'accès a été interdit une fois de plus à la circulation ce lundi. Si il y a 1000 personnes dans Pétionville, 5000 personnes, il y a 2000 personnes, 3000 personnes, mais pas qu'à tuer les gens. So nous lever camper men. So quelque chose j'ai venu n'après men. Tout le monde courir quitter pays pour gang. Mais nous-mêmes Canapé Vert, des boss, Jivena, qui côté encore nous pas d'accord pour. Nous d'accord mourir là parce que c'est là nous fait pays c'est pays nous d'accord vivre là-dedans. Moi-même mon seul bagage qui gagne moi-même c'est pour l'état lui-même pour responsabilité pour faire gang ça pour décider gang ça. Seuls les piétons pouvaient se frayer un petit passage mais sous certaines conditions. Pour ce qui est dans la zone, il faut avoir pièces et puis il faut que les gens qui reconnaissent dans la zone. Nous-mêmes, nous ne pas faire habit. Si on ne prend, on va reconnaître tout. Il va aller dans on responsable dans la zone. Et il y a pour et puis tout le monde a identifié. Et puis tout le monde a reconnaître. Mais si on ne pas reconnaître tout, nous ne pas faire boire comme ça nous-mêmes. Depuis le début de cette nouvelle année, le nombre de victimes directes de la violence armée
est estimée à plus d'une dizaine par jour dans l'ouest et l'Artibonite, selon certaines organisations de défense des droits humains. Elles appellent à la mise en place rapide d'un plan efficace pour éviter le pire. Les funérailles des 2 soldats des forces armées d'Haïti, Elidson Trazil et Edwin Elira Trazil, abattus lors d'attaques des gangs à Delma 30, se sont tenues ce lundi 17 mars à l'église Altagrace de Delma. Des officiers de l'armée et le conseiller présidentiel Edgar Leblanc-Fils ont rendu hommage aux soldats. Toutefois, aux abords du cimetière, la cérémonie a viré au drame quand un jeune garçon a été accidentellement tué, touché par une balle à la tête alors que des militaires tiraient en l'air en signe d'adieu à leurs frères d'armes. Une tragédie de plus dans un pays en proie à l'insécurité. Garbijan nous en dit plus. Des rafales pour saluer le départ des jeunes soldats tués par des bandits lors d'une incursion meurtrière le 26 février dernier dans le quartier de Delma 30. C'est par ces tirs intenses que les militaires ont rendu un dernier hommage à leurs frères d'armes. La mort d'Elidson et Edwin Elira Trazil, 2 frères de 24 et 27 ans, laisse leur mère sans voix. Les jeunes soldats n'ont pas hésité à défendre leur quartier contre l'invasion des gangs. Témoignent certaines personnes qui assistaient à leurs funérailles, chantées à la paroisse d'Altagrace sur la route de Delma, en présence d'officiers et du conseiller président, Edgar Leblanc-Fils, qui a également présenté ses sympathies à la famille des victimes. Ce drame laisse toute la communauté dans la stupéfaction. Une grande perte pour les forces armées d'Haïti, qui ne comptent pas beaucoup de soldats et qui en perdent régulièrement. En effet, le 16 février dernier, un militaire a été tué et 2 autres blessés lors d'affrontements avec les gangs à Kinskoff. Mais ces funérailles ont été marquées par un autre drame. Alors que les soldats saluaient le départ tragique de leurs camarades à coups de rafale, un jeune des environs est décédé après avoir reçu une balle perdue en pleine tête. Une situation qui a rendu l'atmosphère encore plus tragique. Des décès survenus lors des funérailles d'agents des forces de l'ordre, ce n'est pas une première dans la capitale, déjà éprouvée par des tirs incessants. Désormais incontournable lors d'immunation des policiers ou de militaires, cette pratique a des conséquences tragiques pour les civils. C'était notamment le cas en décembre dernier, lorsqu'un élève de la 9e année fondamentale du collège de formation moderne a été blessé grièvement lors des funérailles du policier Jeff Petitdieu, assassiné à Solino. Concernant la réponse des autorités policières face à cette nouvelle vague de violence, le commissaire Michel-Ange Louis Jeune assure que les opérations en cours se poursuivront. Le porte-parole de la PNH appelle la population à maintenir sa collaboration avec les forces de l'ordre. Toutefois, il rappelle que les agents de la police ne peuvent pas intervenir sur tous les fronts simultanément. L'opération c'est c'est une opération à succès. Côté arrivé pour aller pour démanteler les gangs qui va être de Johnson André, qui va être de ISO. Donc là, la police arrive, il travaille, l'opération réussit et plusieurs bandits mortellement blessés. Et la police a continué le travail jusqu'à ce que l'arrivée et libérer grand axe et routier ça pour interconnexion départementale capable de faire et pour monde avec bien capable de circuler dans les meilleures conditions de sécurité. Et la police sur tous les fronts, dans Croix des Bouquets, dans Kinskoff, dans le village de Dieu, et tout espace côté qui logeait grand foyer côté monsieur a mené activité criminelle. Et c'est une bataille de longue haleine et certainement l'autre situation qui est aussi enracinée et que j'en lié ça prend temps et pour arriver à bout d'une situation comme ça. Mais le positif dans tout ça, c'est que force de l'ordre n'a pas baissé les bras et tout matériel qui est à la disposition et institution et commandement passer instruction, directeur général là, M. Dormin Ramou, passer des instructions pour attaquer tout foyer des gangs jusqu'à dernier retranchement. Donc ça veut dire que nous avons continué pour nous et victoire, c'est pour la population, et victoire, c'est pour l'institution. Autant que le problème n'a demeuré, autant que nous avons besoin de travail et autant que nous avons travail. Ouais, parce que ça qu'a fait là, il constitue une sorte de nuisance pour tout le monde. C'est tout le monde qui est concerné par la situation. Ça. Mais autant que commandement pour la demander des matériels qui est adéquat, parce que c'est toujours une mission des hommes et des femmes, mais surtout des moyens appropriés. Par exemple, on regarde les configurations
géographique zone 15 Kof par exemple, il pas permettre les policiers d'avoir accès facile et à espace côté foyer Gambio yo occupé en pile maillot. Ouais, parfois c'est même à pied que des braves policiers ouais, a essayé d'avoir accès à espace qui est difficile avec machine, avec blindé la police là. Et ça qui est là actuellement là, il m'a dit autant de matériel que possible et pour nous arriver à bout des situations. Ouais, et le directeur général là, par exemple, négligé ouais, et adresser situation à puis aux autorités pays et eux même tout qui des acteurs qui produit sécurité dans le pays. Donc ils unissent forces, ils jouent une synergie pour permettre à ce que la situation ça est adressée au plus haut niveau et c'est ça qu'a fait. Ça le cas espéré c'est solution, c'est grande action pour débloquer et il n'y a pas que la police qui est impliquée dans des démarches comme ça. Et c'est des questions qui sont adressées aussi dans le plus haut niveau dans l'État. Et la police n'est pas le seul acteur qui a produit la sécurité dans le pays. Et certainement, pour ça arriver, il y a d'autres acteurs tout, qui doivent jouer partition par eux. Ouais, ça nous va. Donc voilà, et le travail là l'a continué. L'objectif là, c'est quand même arriver à débloquer et grand axe routier pour permettre la communication interdépartementale capable de faire. Nous sommes capables de faire. Et nous avons fait collaboration avec la police, la population, les résultats déjà dans l'autre situation, pourquoi pas dans la situation ça. Autre information à Metro News, la compagnie aérienne Aruba Airlines devrait bientôt assurer la liaison entre Port-au-Prince et Miami afin de pallier les restrictions de la FAA visant les lignes aériennes américaines. Ce processus est dans une phase de documentation pour le moment, assure le directeur de l'OFNAC. Par ailleurs, Réginald Guignard a fait le point sur un ensemble de mesures pour rendre l'aéroport des Cayes et celui du Cap-Haïtien prêts à recevoir les principaux vols internationaux. Je me dis premièrement que l'aéroport n'a pas fermé. Il y a une restriction que FAA mettait sur l'aéroport à cause de l'incident que nous connaissons de tirer sur l'avion. Alors, la restriction, était commencé avec ça, mais il y a l'autre pays qui mettait ensemble avec FAA et ils ont décidé de ne pas rentrer. Mais encore, m'a précisé, l'aéroport n'a pas fermé. Est-ce que, dans le niveau FNAC, nous avons des contacts à part des vols qui sont à Aruba qui de venir, il y a l'autre avion qui a arrivé avant longtemps? Bon, à part Aruba, non, et qui venu des États-Unis, c'est cargo seulement que nous recevons pour le moment, et des vols cargo. Et pas des vols passagers, à cause de restrictions, encore une fois. Nous-mêmes, sur Bois-Panou, on a travaillé pour lever l'île. Et le qui sens n'a fait ça, c'est, et je dis, nous sommes réunis avec l'opérateur, ça veut dire l'île aérienne, et pour dire justement toutes les mesures de sécurité que nous avons. Parce qu'apparemment, toutes les mesures que nous avons pas vulgarisées, malheureusement. Telles que nous avons des patrouilles qui ont fait régulièrement autour de l'aéroport avec PNH et puis force multinationale là, nous avons, comment on appelle ça, démolition qu'a fait dans le cas là, et son bagage qu'a fait depuis la deuxième phase là, commencé le mois de février année ça, qui veut dire qu'il y a des mesures que nous avons pour nous faire interdiction à lever, parmi lesquelles nous demandons pour les cimetières qui n'ont pointe, bon, pour 3 mai, ça, il faut être déplacé parce que ça est mauvais qu'on cache là, on dit qu'on cache là. Et puis 28 là, nous avons cité Doudoune, nous commençons à affecter les pour raison de sécurité. Alors oui, il y a des mesures que nous faisons et nous en contact avec FAA Kounia pour nous mettre au courant de progrès que nous faisons chaque jour. Donc pour le moment là, il y a un vol qui a fait vers l'autre pays dans l'aéroport là. Sauf les États-Unis. Mais par contre, nous avons un vol cargo qui sortit des États-Unis. Dis que, essayez de une petite précision concernant Aruba Airlines. Est-ce que effectivement, il a déjà contacté nous, il y a une autorisation pour que vous connectez Haïti à États-Unis? Aruba Air actuellement il est en phase de documentation. Qui veut dire qu'il y a des documents pour nous, et puis pour nous-mêmes, nous voyons que c'est un vol qui est régulier pour nous avoir permis pour vol d'affaires. C'est le premier vol qu'on a fait. Oui. Dans un tout autre registre, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé ce lundi 2 journées d'ateliers sur le thème « Enseignement supérieur en Haïti, entre progrès et défis sur la voie de la réforme et de la modernisation ».
Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la revue sectorielle conjointe d'éducation, un processus visant à évaluer le plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030 conçu par le gouvernement pour accompagner la réforme du système éducatif haïtien. Suivez les précisions du directeur général du MENFP, Yves Roblin. C'est la question de l'accroissement de l'accès, permettre à ce que tous les enfants qui sont en âge d'aller à l'école soient effectivement à l'école à un horizon pas trop lointain, l'accès des enfants au préscolaire, l'accès des enfants au fondamental, l'accès des enfants au secondaire, l'accès des jeunes à l'enseignement technique et professionnel et pourquoi pas à l'enseignement supérieur. Et même, on sait déjà que le secteur est géré par une approche dualiste, l'aspect formel et l'aspect non formel. C'est-à-dire que l'État travaille pour voir si tout le monde peut avoir accès à un enseignement de qualité. Et ça devient par la suite un élément de transversalité de récurrence. Tout le monde soutient que l'enseignement supérieur en Haïti est confronté à des problèmes de pilotage, à des problèmes d'administration, à des problèmes et de gestion. Lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, les bonnes pratiques, à part de la question de décentralisation, à part la question de déconcentration et même la question de privatisation, il y a trois éléments essentiels. C'est bien la question du cadre légal. Parce que le secteur est réglementé par des normes, par des textes de loi, des décrets. Le dernier décret en date, c'est bien le décret de 2020 qui régule l'enseignement supérieur en Haïti. Parce que l'élément important, c'est que nous voulons doter le secteur éducatif haïtien d'une base de données modélisée autour des élèves, des étudiants, des écoles, des universités, des facultés, c'est-à-dire une base de données bien modélisée. Et autre chose encore, c'est la question de qualité. Parce que l'enseignement supérieur et la formation professionnelle sont très importants pour l'État et pour les familles. La formation de nos diplômés et de nos outputs devrait être en congruence avec les besoins du pays, voire répondre aux attentes du secteur moderne de production et de services, afin de pouvoir diminuer le taux de chômage. Pour refermer la page nationale de ce journal, l'Inspection générale des finances a lancé ce lundi une task force interinstitutionnelle anticorruption ciblant au moins 5 institutions du pays, notamment l'unité de lutte contre la corruption et la Commission nationale des marchés publics, entre autres. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du 19e anniversaire de l'IGF et vise à mettre en œuvre un processus de renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance. Elle s'inscrit dans la lutte contre la corruption et permet la mise en place d'un mécanisme visant à identifier les forces et les faiblesses des institutions, à produire des rapports et à proposer des solutions adaptées. Le contrôle et l'accompagnement, 2 piliers essentiels pour garantir une gestion publique équilibrée et lutter contre la corruption. Tel est le thème qui a été débattu à l'occasion de la présentation du plan triennal 2025-2028. Suivez ce reportage signé Rodolphe Pierre-Louis et Guitry Choisy. C'est l'occasion pour l'Inspection générale des finances de renforcer la lutte contre la corruption lors de la célébration des 19 ans de son existence. Cette initiative a pour objectif précis celui d'identifier certains problèmes, de produire des rapports et d'apporter des solutions adéquates. L'Inspection générale des finances, c'est la première institution. Deuxième institution, c'est l'unité de lutte contre la corruption. Troisième institution, c'est la Commission nationale des marchés publics. Quatrième institution, c'est l'unité centrale de renseignement
financiers et l'autre institution, c'est BAF, Bureau des affaires financières et économiques, qui est la police. L'autre, non, nous pas besoin de s'occuper, il n'est pas dit, on parle en particulier que l'on plus force passer. Chaque institution a un travail pour faire. Donc, nous mettons ensemble pour nous capables de mutualiser force. L'inspectrice générale, Ketty Morency, explique que c'est un début et que ce processus touchera d'autres institutions du pays. Bien entendu, chaque institution a une difficulté par rapport à faire passer ça dans le pays. Nous-mêmes, nous avons toujours souhaité capable de faire plus d'intervention, mais ça nous fait en sorte que nous sommes capables de faire aussi un écran spécifique, capable de permettre de diagnostiquer des champs. On sait même si nous avons fait une mission, mais après 4, 6 missions qu'on fait dans un domaine précis, par exemple, si nous allons sur recette, nous allons sur dépenses, nous allons sur gestion organisme autonome, par exemple, ça permet de capable de dire, ok, après tant de missions qu'on fait sur tel champ, mais qui ça nous constate comme problème, mais qui ça nous pense que nous sommes capables de solution. Et nous sortons à partir de synthèse, nous attirons l'attention à l'institution en général, même si il y a un rapport avec chaque institution. IGF, quand même, est satisfait de travail à faire, parce que le travail contrôle, que ce soit pour CNMP, que ce soit pour UPF, que ce soit pour LCC, pour BAC, il n'est pas facile. Les différentes activités lancées marquent les 19 ans d'existence de l'IGF, une initiative qui vise à renforcer la lutte contre la corruption. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel de l'essentiel de l'information qui domine l'actualité de ce lundi. La chasse à l'homme se poursuit à Port-au-Prince, où les bandits, sans rencontrer de véritable résistance, tuent des habitants et incendient des maisons. Sous l'assaut des gangs depuis la semaine dernière, les zones de Crissois et de Delma 32 sont désormais sur le point de devenir de nouveaux territoires perdus. La PNH a mené samedi une opération contre le gang de Johnson André alias Iso, ciblant aussi Fort Saint-Clair et le Théâtre National. Sans donner de bilan précis, le porte-parole de l'institution policière, Michel-Ange Louis-Jeune, affirme que les opérations se poursuivront en vue de débloquer les grands axes routiers. Et puis vers la reprise des vols entre Port-au-Prince et Miami, le directeur général de l'OFNAC, Réginald Guignard, confirme que les prochains vols de la compagnie aérienne Aruba Airlines sont en phase de documentation. Il précise également que l'aéroport reste ouvert aux vols internationaux. Voilà pour l'essentiel de l'information de ce lundi 17 mars 2025. Merci infiniment à chacun de vous d'avoir suivi Métro News. Merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.